À quand remonte le racisme envers les Asiatiques? Il était une fois les essais sur l'égalité des races humaines d'Arthur de Gobineau, paru en 1853, qui a participé à l'idée d'une hiérarchisation des dites races. Du plus fort au plus faible, du plus blanc au plus noir, le jaune est jugé par l'homme occidental de l'époque comme le moins inférieur parmi ce diaporama de couleurs. Le mythe du péril jaune ne tarde pas à montrer le bout de son nez, avec des jaunes semblables au 1 de Mulan, prêt à envahir le monde de ses doigts crochus et de sa moustache pointue. Les jaunes, c'est simple. Vous prenez tous les Asiatiques, peu importe la géolocalisation, ou la culture, ou la religion, ou l'âge, ou le sexe, et vous les mettez tous dans le même sac. Avec le développement économique de la Chine, on est tous pareils et on n'a pas le droit à notre propre identité, on n'a pas le droit à nous-mêmes. Non, si eux ils ont fait ça, alors nous on va faire pareil aussi. Enfin, c'est fou, c'est comme si on n'était qu'un bloc. Là, ça va être tellement en maths, le garçon il va pas être viril, la fille elle va être lisse et docile. Ce qui n'est pas notre cas. Ouais, j'avais vu des livres, j'ai vu un article il n'y a pas longtemps, c'était des livres, alors c'était américain, je ne sais pas si ça existe en France, mais c'était comment conquérir votre asiatique. Quoi? Parce que je suis... Moi et Olivia, on est la même personne, donc on a exactement les mêmes goûts, et puis il y a de quoi écrire un livre sur exactement comment nous conquérir, et nous on va tomber dedans. Souvent comparé à une fourmilière, où l'individu se noie dans la foule, Bismarck, homme d'État allemand, disait déjà au XVIIIe siècle que bientôt les jaunes abreuveraient leurs chameaux dans le Rhin. Cette image de l'Asiatique conquérant et perfide refait surface avec la victoire du Japon sur la Russie en 1905. L'Europe est-elle la prochaine sur la liste? C'est ce qu'affirment des livres comme La mobilisation sino-japonaise de d'Henri Capitaine, mieux connu sous le nom de Émile Drian, ancien militaire. L'auteur du livre, publié en 1979, montre un Japon manipulateur qui s'occidentalise pour mieux manger une France faible et insouciante. La période de guerre qui connaît la France au cours de ces siècles renforce leur méfiance envers de nouvelles populations. Tu commences ou commence? Oui. Moi c'est Kim et j'ai rejoint le mouvement en fait au moment de la mort de Tang Shaolin. On s'est rapproché avec plusieurs autres associations en fait pour organiser la communication de la manifestation parce que ça nous avait vraiment beaucoup touché et donc du coup c'est comme ça que j'ai rencontré Olivia qui elle va se présenter. Donc, moi c'est Olivia, je fais partie de l'association des jeunes chinois de France et donc c'est pareil, à la mort de monsieur Zhang Shaolin on a été très affectés aussi et du coup on a rejoint le mouvement pareil pour s'associer avec d'autres associations pour exprimer nos voix, pour organiser cette manifestation. Le 7 août 2016, la mort de Zhang Shaolin, couturier et père de famille de 49 ans, a suscité la colère et l'effroi de la population. Le 4 septembre qui suit, entre 15 500 personnes selon la police et 50 000 personnes selon le collectif d'associations chinoises qui appelait au défilé, manifestaient dans les rues de Paris. Ce fut une première en France. On se rend mieux compte à peu près du chiffrage du nombre d'agressions. On ne peut pas donner un chiffre exact, mais que dans notre entourage... 100% je pense. Ouais, ça sent déjà fait. Au moins quelqu'un, chaque personne à qui je parle connaît au moins une personne qui s'est fait agresser. Donc ouais, c'est ce qui est triste, quoi. Et c'est vrai que quand je leur dis mais faut porter plainte pour laisser au moins une trace et pour qu'il y ait justement une grosse quantité de plaintes de ce genre pour peut-être l'État puisse réagir, mais ils se disent mais ça sert à rien, ils ne vont pas me retrouver ni voleur, ni ma dignité, ni ce que j'ai pu perdre, ni tout ça en fait. Les gens un peu honte en fait. Selon Régis Poulet, président de l'Institut international géopoétique, ces idées sont surtout issues de pensées d'anciens colonialistes occidentaux voulant transmettre leur peur de perdre le pouvoir, gagné à la suite de la guerre de l'opium.
où l'Europe se déchirait la Chine. L'économie de la Chine, il y a eu énormément d'articles où ils disaient mais la Chine va tout racheter, mais et puis je sais pas, je voyais des brochures où tu voyais des Asiatiques avec plein de billets, etc. Et puis il y a eu les touristes aussi qui font que du coup ça a pris une telle ampleur dans la tête des gens en se disant mais oui, mais alors qu'en fait pas du tout, parce que justement ceux qui se font agresser c'est justement en général ceux qui ont le moins de moyens. Et ça a pris une ampleur telle que vraiment il y a des gens qui, même quand ils n'ont pas d'argent, ils sont frappés après derrière. Et c'est horrible parce que c'est des gens qui disent mais t'as que 20 euros, c'est pas possible, t'es un asiatique, t'es censé avoir plus. Mais non, j'ai que 20 euros. En 1911, une première vague migratoire de 283 Chinois est recensée à Paris suite à l'ouverture du port de Wenzhou. Journalistes, diplomates, artistes, d'autres importent de l'huile de soja à Colombes ou la soie à Dieppe, en Normandie. On fait un petit retour dans le temps, puisque il faut bien comprendre la situation de la Chine à la fin du 19e siècle. La Chine était un empire qui est immense, c'est le plus vieil, le plus grand empire qui existe alors, mais c'est un empire qui est vieillissant, qui est féodal, qui est plus du tout, qui est vraiment en décalage par rapport aux puissances européennes qui sont en pleine révolution industrielle, comme l'Angleterre, comme la France, comme l'Allemagne, comme les États-Unis, ou même le Japon qu'on verra par la suite. Et ce vieil empire chinois va se trouver en proie à quelques difficultés, notamment il va perdre une série de défaites militaires contre à la fois le Japon, qui est toujours considéré comme son petit frère, mais également les puissances occidentales, comme la Grande-Bretagne, avec les deux guerres de l'opium, qui vont permettre en fait à la Grande-Bretagne de s'insérer en Chine, de s'introduire en Chine et de grignoter, on va dire, le territoire et de laisser la porte ouverte pour d'autres puissances européennes comme la France, l'Allemagne, les États-Unis, etc. Les Occidentaux, de manière générale, vont grignoter, ce qu'on a appelé le gâteau chinois, vont grignoter l'empire chinois et vont provoquer petit à petit sa perte, puisque l'empire va s'effondrer et le pays va rentrer dans une série de troubles à la fois politiques, sociétaux, etc. Face à ce déclin de l'empire de la Chine, il va y avoir un certain nombre de réactions, dont la réaction de certains intellectuels qui vont se poser la question pourquoi on a perdu. On était un grand empire, maintenant on est complètement grignoté de toutes parts, pourquoi on a perdu? Et pour répondre à cette question, ils vont voyager, ils vont favoriser ou envoyer les jeunes étudiants, les jeunes Chinois se former à l'étranger en disant allez voir ce qui se passe ailleurs, allez voir surtout du côté des vainqueurs et revenez plus fort de ces expériences-là. Parce que si on a perdu, c'est qu'il y a une raison, enfin si on a perdu qu'on gagnait, il y a une raison, et essayons de voir un petit peu ce qui se passe, l'ouverture d'esprit en fait, pour essayer de créer une nouvelle société plus moderne, plus en phase avec l'actuel. Ce qui s'est passé ici, c'est très avant-gardiste dans les années 20. C'est effectivement, il n'y a pas beaucoup de pays qui, face à une défaite, face à une situation un peu crise, comme tous les pays au premier moment de leur histoire, se sont dit, au lieu de se renfermer sur nous-mêmes, on va aller voir ce qui se passe ailleurs. En 1916, durant la Première Guerre mondiale, le Royaume-Uni et la France connaissent de graves problèmes de logistique et décident d'engager respectivement 100 000 et 35 000 Chinois afin de contribuer à l'effort de guerre. On les appellera les coolies. Les usines Renault ont beaucoup accueilli d'ouvriers chinois. Ils recevaient un salaire qui en fait leur permettait qu'ils les logeaient, nourrissaient et qui payaient leurs cours du soir. C'est un système qui a très bien fonctionné, assez bien fonctionné. On a du mal à quantifier le nombre exact d'ouvriers chinois. On sait qu'il y a plusieurs milliers d'ouvriers chinois qui ont été accueillis en France dans des usines, essentiellement en région parisienne, comme je l'ai dit. Notamment pendant la Première Guerre mondiale, puisque les hommes étant au front, on manquait de main-d'œuvre. Et les ouvriers chinois arrivaient à pic, j'ai envie de dire, pour remplacer justement cette main-d'œuvre masculine partie se battre et maintenir l'effort de guerre.
Ça fonctionne bien donc, durant la Première Guerre mondiale, malheureusement. Fin de la Première Guerre mondiale, la France rentre en crise économique, les hommes rentrent du front, récupèrent leur poste, beaucoup d'usines ferment, et là, nos ouvriers chinois sont les premiers qu'on met à la porte. Et le moment travail-études, du coup, on en voit les limites, parce que s'il n'y a plus de travail, il n'y a plus d'études. Voilà, c'est vraiment basé sur ce système réciproque de tu travailles, tu étudies. En 1970, les vagues migratoires sont hétérogènes. Les nationalités sont diverses et leurs raisons migratoires aussi. Elles représentent à elles seules les rapports qu'ont entretenus la France avec l'Asie de l'Est. Les guerres post-coloniales d'Indochine et les génocides poussent à l'exil. Ceux qui ne partent pas en Thaïlande vont en France. On les appelait les boat people. Issus d'anciennes colonies françaises, ils disposaient de capitaux économiques et linguistiques, même s'ils restaient attachés à leur culture. On recense 150 000 Cambodgiens, Laotiens et Sud-Vietnamiens qui viennent trouver la paix en France. Avant 1970, il s'agissait plus d'étudiants qui venaient poursuivre l'éducation qu'ils avaient acquise en colonie de l'Est. Dès la maternelle, ça commence par des petits propos, des petites remarques. Et après, les adultes ne contredisent pas ce que l'enfant, parce qu'un enfant, après, il dit des bêtises, mais on ne le reprend pas forcément. Et puis après, ça fait dans le parcours scolaire, on grandit avec ça. Et puis après, parfois dans le milieu professionnel, tout dépend peut-être du domaine. Ici, on travaille avec des asiatiques ou non, mais c'est assez récurrent quand même. Enfin, pour moi, personnellement, ça a été ça. Ouais, il faudrait éduquer les enfants. Je sais qu'à la JCF, ils font plus faire découvrir la culture, pas forcément dans un intérêt moralisateur, mais juste faire connaître les gens. Faire pourquoi ils sont venus ici, connaître l'histoire, qu'est-ce qui était important, les génocides, pourquoi... c'est vraiment, plus on connaît la personne, moins on a envie de la blesser et plus justement il va y avoir des changements. Et puis après, en grandissant, en fait, comme personne ne leur a dit que c'était mal, en fait c'est devenu normal. C'est-à-dire que si nous on n'accepte pas ça, c'est qu'on n'a pas d'humour, ou c'est que on n'est pas drôle. La force commerciale et économique asiatique effraie depuis longtemps le capitalisme occidental. Albert de Pourvouville, poète et conte français, mettait déjà en garde la France à la fin du XIXe siècle contre l'invasion économique des Japonais. Cette idée existe encore en 1990. Le commerce bon marché, des produits peu chers et de mauvaise qualité vont remplacer chaque commerce occidental. C'est aussi l'idée qu'une usine qui ouvre en Asie est une usine qui ferme en France, et non pas qu'une usine qui délocalise de France est une usine de moins en France et en Asie. Il y a des tas de choses comme ça où ça peut être dans le domaine économique. Quelqu'un dit oh, ces Chinois ils font tous de l'import-export. Non, j'en fais pas. Et puis depuis quand il y a une hiérarchisation des métiers, il y a des métiers qui sont mieux que d'autres où ils reprennent tous les cafés. Et si c'était quelqu'un d'autre, pourquoi pas quoi. Je veux dire, on cherche bien à avoir de plus en plus de commerce de proximité. Politiques, journaux, beaucoup véhiculent cette idée. Je regardais un reportage l'autre jour, justement, ça me fait penser, dont je citerai pas le nom, mais de l'émission, et c'est, voilà, oui, les touristes, le business autour des touristes chinois, ils viennent tous avec un car rempli de Chinois, qui ont eux-mêmes les poches remplies de billets, et là je disais, mais c'est à cause de ça qu'on se fait parce que déjà c'est faux. Et là, ça y est, les mecs ils sont au taquet, ils attendent à Lafayette, ils attendent. Ils font pas la différence de toute façon. C'est ça, c'est un truc de fou. Dans nos livres d'histoire, inconsciemment ou non, ces puissances émergentes sont qualifiées de dragons, animal de l'apocalypse judéo-chrétienne, qui brûle et détruit tout sur son passage, ou encore de tigres, prédateurs voraces de la jungle. Tiswan,
femme sage qui a connu ces guerres, m'a dit qu'il fallait oublier l'horreur de l'histoire et retenir la beauté de nos cultures. Que les guerres, peu importe leur nature, appartenaient au passé. C'est surtout, tu vois, parce que c'est la guerre et on a beaucoup de morts et on pense que c'est vraiment des choses très rares pour nous parce qu'on a beaucoup de sacrifiés, des choses comme ça pour la liberté de notre pays. Donc la guerre, c'est surtout, c'est pas des choses, c'est pas une belle chose quoi. Mais maintenant, je pense que la relation entre le Français et les Vietnamiens, c'est bon. Nous, on partait du principe que le racisme vient aussi du fait de la méconnaissance de l'autre, en fait, tout simplement. Après, je pense qu'il n'y a pas eu de... Peut-être pour les autres communautés, il y a eu un combat qui a commencé depuis, même avant que nos parents peut-être arrivent ici. Et nous, on commence le combat seulement à nous, deuxième génération aussi. Il y a notre part de responsabilité parce qu'on ne l'a jamais dénoncé. C'est-à-dire que nos parents nous ont toujours dit, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, laisse tomber, c'est pas grave, on est heureux déjà d'avoir un toit, etc. C'est pas le plus important. Et aujourd'hui, avec la deuxième génération, on est arrivé à un stade où nous, on ne veut plus, en fait. On ne veut pas la même chose, ni pour nous, ni pour le futur de nos enfants. Et effectivement, nous, on a commencé le combat que récemment. Donc le temps que les gens en prennent conscience et changent, je pense qu'il faudra encore un peu plus de temps.